Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Alors, toujours là? Je suis vraiment fière de nous pour le coup. On lâche rien. Patience et persévérance. On n'en ressortira que grandi et, je l'espère, enrichi de cette expérience. Allez, on fait un petit tour sur notre Fear & Greed Index côté crypto qui s'enfonce un petit peu plus dans l'extrême peur. Aujourd'hui à 20, mais comme le dicton le dit si bien, il faut reculer pour mieux sauter. Du côté des marchés US, alors eux ils ont déjà sauté depuis quelques jours et ils sont toujours en train de planer dans la zone de grid, aujourd'hui à 66. Allez, aujourd'hui je ne vous retiens pas plus longtemps, installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Qui se rappelle de Tree Capital, hein? Vous vous rappelez de l'affaire Celsius, Tree Capital, Celsius qui a fait faillite et Tree aussi qui a envoyé des milliers de personnes en banqueroute? Tree Capital qui s'est exprimé et qui a dit, bon les gars, il y a des rumeurs qui circulent en ce moment sur Sam Bankman, FTX et Alameda comme quoi ils auraient fait chuter Luna. Bah, apparemment c'est vrai. Il y a Tree qui est arrivé et qui a dit, bon les gars, révélation. On était dans un groupe Telegram avec Alameda, ils nous ont fait des promesses et tout, et nous on n'y a vu que du feu, et c'était une arnaque de bout en bout. Mais je croyais que c'était déjà des scammers, les trois là, à la tête de Triaro. Justement. Bah, apparemment, les escrocs sont tombés sur des plus gros escrocs qu'eux. En fait, ils se plaignent. Ouais, c'est ça. Ils se plaignent. D'accord, pas mal. C'est pas mal. Dans l'article, ils ne disent pas que c'est des escrocs. Tu vois, ils sont là en train de faire patte blanche. Ils sont en train de dire non mais vous savez quoi? Nous, quand on s'est fait arnaquer, on savait que de toute façon c'était des escrocs. Et on s'est dit, on laissera la justice faire son truc. Le karma les rattrapera. Du coup, c'est plus de la faute de Celsius, c'est pas de la faute de Tree. Celsius, voilà, là, c'était déjà pas, ça a jamais été de leur faute. Celsius, de toute façon, là, pour l'instant, ils sont où? Ils sont à Singapour, c'est ça? Voilà. Là, Alameda, qu'est-ce qu'ils disent? C'était pas de notre faute. On s'est fait arnaquer, les gars. On voulait pas le dire. Mais aujourd'hui, que FTX est dans la sauce et que Sam Bankman, il a perdu son statut d'élu de Dieu, bah, on le dit, c'était de sa faute à lui. Donc, demain, on n'est pas à l'abri d'entendre Do Kwon qui nous dit que c'était pas de sa faute non plus, quoi. Mais Do Kwon, il est à Paris sur plein de space Twitter. Je sais pas si t'as vu. Si, ouais, il parle beaucoup. Ouais. Do Kwon, il est en forme. Déjà, on a vu D'ailleurs, Pete, c'est comment parce qu'on sait à quel point tu apprécies Do Kwon. Est-ce que Sam Bankman est en train de le détrôner ou pas? À tes yeux. Vrai, est-ce que Sam... Ouais, en tout cas, c'est du même acabit. Je trouve que les deux, ils peuvent se mettre ensemble et faire un beau petit couple. Là. C'est pas... Bah, j'ai une info exclusive. J'ai une info qui vient de nulle part, mais qui vient de chez moi. J'avais fait un tweet dessus. Sam Bankman aurait envoyé un SMS à Do Kwon pour lui demander « Hey bro, il y a moyen de faire une coloc là où t'es ?» Voilà. On n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Je rigole, mais ça se trouve, ils se cachent dans le même pays, les deux. Pour l'instant, Sam Bankman, on l'a dit, il s'était fait arrêter aux Bahamas et faute de preuves, les autorités bahaméennes l'ont relâché. Et, alors attention, c'est ça qui est très drôle, c'est que le mec, il vient de sortir, il vient de sortir de garde à vue, il est en train d'appeler tout le monde pour trouver des capitaux. Il cherche des investisseurs il cherche de l'argent. Mais quelqu'un lui a dit que c'était fini ou pas? Non mais c'est ça que je comprends pas, c'est incroyable. Le mec vient à peine de sortir de garde à vue, le monde est en cendres, le monde crypto et le mec appelle, allô, ouais, j'ai besoin d'argent. On va rentrer dans un contexte un peu plus petit, mais peut-être plus impactant pour beaucoup d'entre vous. C'est le trading du coin. C'était un service crypto qui était pas mal marketé en France via notamment le journal du coin. Et les utilisateurs du trading du coin se retrouvent avec 10 millions d'euros bloqués car le trading du coin utilisait FTX. On peut voir vraiment les conséquences de FTX, on les découvre de jour en jour. Ça ne s'arrête jamais, chaque jour de nouvelles sociétés se retrouvent être impactées par FTX. Là c'est le trading du coin, j'espère que vous n'êtes pas impactés et bon courage à tous ceux qui le sont pour potentiellement recevoir quelque chose dans, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs années. Moi je parierai plus sur des années. Il y a une histoire que je vais te montrer juste avant toute l'histoire là, que je vais te parler, qui est assez désastreuse pour certaines personnes. C'est un tweet que j'ai découvert, crypto confession. J'avais un travail respectable, une famille unie, une situation financière stable et banale. J'ai connu Bitcoin début 2022. Mes choix ont eu des conséquences destructrices. J'ai tout perdu. En voulant encore et toujours plus, j'ai menti à ma famille, quitté mon emploi et je me retrouve seul. J'aurais aimé ne jamais avoir découvert la crypto. Malheureusement, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive de prendre des mauvaises décisions dans la crypto et rester, de pas en parler. Dans le cas de cette histoire-là, c'est un petit peu parce qu'il est arrivé au pire moment. Le FOMO, les gens, le Bitcoin à 70 000, est-ce que ça va continuer à pumper? Les gens mettent des grosses sommes. C'est un classique FOMO des gens dans le marché et
Après ça, quand tu te rends compte que tu as perdu beaucoup d'argent, ben là, tu peux te mettre justement à jouer, c'est littéralement du jeu avec de l'effet levier, parce que quand tu sais pas ce que tu fais, ben tu joues, c'est du casino, c'est du gamble, et puis après ça, tu commences à faire de l'effet levier, tu te fais liquider, tu ne mets pas de stop loss, donc ça peut très très vite dégénérer, guys. C'est pour ça que je vous dis, faites vos recherches, formez-vous si vous voulez faire du trading, et ne faites pas de FOMO, de Fear of Missing Out, sur un projet qui a déjà pumpé de 5000, 6000%, ou juste un projet qui a pumpé de 200% dans un bear market, tu veux pas manquer le bateau, c'est d'une assurance presque assurée que ça va replanter, que tu vas perdre des fonds. Donc, je suis désolé pour cette personne-là qui, autrement dit, a vraiment connu vraiment pas une bonne expérience avec la crypto. Et c'est dommage parce que la crypto, tu peux en tirer du bien quand tu sais ce que tu fais. Et c'est un petit peu la particularité de la crypto, c'est qu'on a beaucoup de particuliers comparativement au marché financier traditionnel parce que c'est moins accessible. La crypto, c'est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup de pubs. Il y a beaucoup de pubs juste au Super Bowl. On l'a vu là, récemment. Des plateformes comme FTX, Crypto.com qui ont fait énormément de pubs. Et ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher le particulier qui ne sait pas ce qu'il fait et investit dans des choses qu'il ne sait vraiment pas c'est quoi. Des investisseurs qui ne connaissent même pas le Bitcoin et le halving. Pour moi, c'est des gros warnings, guys. Faites attention. S'il y a des gens qui sont plus recrues dans la crypto, faites tes recherches pour pas tomber dans le même panneau que ce genre de personnes-là. C'est dommage, mais c'est ça. Plan B qui nous dit, ben voilà... alors je vais te le traduire parce que c'est quand même pas mal. Donc MTG Gox en 2013, maintenant FTX, et puis il a oublié d'autres échanges qui sont dégagés. Moi j'ai perdu 10 bitcoins en 2015 ou 2016 avec un échange qui a dégagé. Bon, parce que les gens sont stupides et paresseux, Bitcoin est conçu pour être décentralisé, chiffrement à clé privée publique, le chat 256, Proof of Work, le réseau peer-to-peer. Mais les gens refusent de posséder des clés privées et d'exécuter des nœuds et continuent de faire confiance aux entreprises et gouvernements. Alors j'ai mis ça parce que c'est vrai qu'il a raison. On est sur un asset et les crypto-monnaies sont faites pour être décentralisées, comme ça qu'il a créé notre ami Satoshi, pour être décentralisé, pour plus être aux mains de grands pontes, aux mains de banques, aux mains de centrales. Et malheureusement, tu as des gens qui arrivent, bonjour, je suis Binance et j'ai à peu près les 3/4 du volume du monde de la crypto chez moi. Bon, bah, c'est comme si c'était une grosse banque et tout le monde avait son argent dans une banque. Parce que le jour où Binance il fait bim, je tombe, eh ben, les 3/4 des gens dans la crypto vont tout perdre. Donc dans un monde parfait, tout le monde a ses cryptos dans ses wallets, il n'y a plus d'échanges centralisés, il n'y a que les échanges décentralisés. Voilà. Donc, mais malheureusement, les échanges centralisés proposent des choses qui sont plus faciles à utiliser. Comme je te dis, avec tes euros envoyés sur un échange centralisé, transformés en crypto, acheter, vendre une crypto, c'est rapide, clic, clac, boum, récupérer des sous, c'est rapide, voilà. Tandis que quand tu es dans l'échange décentralisé, c'est plus chiant. Il faut utiliser son wallet, il faut se connecter, je comprends pas trop ça, il faut un peu chercher. Le monde de la DeFi, c'est plus compliqué que le monde d'un échange centralisé qui fait tout pour que ce soit facile. Voilà. Bon. Et pour le truc des trésoreries, j'ai envie de te dire, FTX était audité, tous les actionnaires d'FTX avaient tous les comptes sous la main et ont pu tout review il y a même pas 2 mois de ça, et ils ont rien vu, et ces mêmes actionnaires, ils ont perdu des millions qu'ils laissaient chez FTX, outre les actions qu'ils avaient. Donc les preuves de trésorerie de tous les exchanges, ça vaut rien en fait. En tout cas, je m'y fierais pas du tout. Tout à fait. On peut se demander du coup, est-ce que c'était forcément ici de la part de CoinDesk le mouvement initial? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire au départ? C'est-à-dire, est-ce que CoinDesk, en publiant le bilan du quarter 2, est-ce qu'ils ont fait du vrai journalisme en se disant, bah tiens, on va peut-être mettre la clé sous la porte, mais ça sera une information, ce qui est relativement rare dans notre époque. Je ne pense pas que ça soit le cas. Ou alors, est-ce que l'attaque sur FTT et sur le FTX était plutôt dirigée vers tout simplement Sequoia et BlackRock, qui sont les deux autres gros fonds d'investissement? Et en ce moment, on sait que Grayscale est plutôt sous pression de la part de la SEC. On sait que la SEC est relativement bien maquée et était relativement bien maquée à la fois avec FTX, à la fois avec BlackRock, à la fois avec Coinbase finalement. Et que Binance était un petit peu l'enfant terrible de l'histoire, même si finalement il apparaît que visiblement les choses ne seraient pas trop mal gérées de leur côté. Est-ce que Binance, au moment où ils dumpent ces FTT, ils savent que ils font une croix déjà sur potentiellement 500 millions de dollars? Est-ce qu'ils le savent réellement? Est-ce qu'au moment où CoinDesk sort cette information que Alameda est énormément exposé au FTT, et après on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que ça a plutôt pris la dimension d'une fraude organisée. Donc c'est vraiment des questions qu'on peut se poser, et où est-ce que finalement l'intention initiale n'était pas plutôt de déstabiliser non pas FTX mais
d'autres systèmes de la crypto et d'autres éventuels stablecoins dans l'écosystème. Donc, à voir là-dessus, pourquoi, malgré une exposition de Genesis, CoinDesk sort cette information comme quoi le bilan de FTX est très bancal. C'est vraiment une question qu'on peut se poser, je trouve, ici. Tu vois les médias mainstream dire ouais, les cryptos, encore un crash, c'est pas fiable. Non, vous n'avez pas compris. C'est encore des acteurs centralisés qui ont foutu le Bronx. C'est encore pas Bitcoin le problème. Et donc là, il y a des gens qui perdent confiance en Bitcoin alors que son réseau a eu un maximum d'hash rate par définition technique avec un raccourci énorme. Le réseau n'a jamais été autant sécurisé. Il n'est pas trop utilisé, donc en plus, il n'est pas trop surchargé. Il y a des transactions qui sont super rapides et qui sont un peu coûteuses. Le truc est toujours inviolable et inviolé depuis 2008. Et vous pouvez en acheter à 16 500 $. Voilà, pour beaucoup, et moi ça commence à me faire mal parce que j'en rachète depuis 35 000. Donc j'en ai acheté à 35, j'en ai racheté à 32, j'en ai racheté à 29, beaucoup à 24 500, énormément à 19 000. Et là j'ai fait un gros batch de rachat vers 16 500 $, j'en ai racheté. Mais là je me dis, ok, soit, et je n'y crois pas une seule seconde, les gens perdent confiance en cet asset, c'est faux. Parce que toute personne qui le comprend techniquement ne lui tournera pas le dos. Il suffit de le comprendre en fait pour se rendre compte qu'il n'y peut rien. Et qu'au contraire, ça ne fait que prouver son utilité et sa résilience. Soit, on est en train de vivre un moment d'opportunité. Peut-être qu'on peut connaître un Bitcoin à 12 ou peut-être un Bitcoin à 8000. Tu peux imaginer un Black Swan, j'en sais rien, moi, l'Europe qui rentre en guerre, ça me panique encore plus, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense que sur le prix de cet asset, je ne me voyais pas le revoir aussi bas. Ok. En même temps, c'est prix de Black Swan, hein. Un DeFi, un CeFi, en quelques mois, dans la pire année, dans la plus grosse Ouais, avec un décompression. sale contexte macro. Avec un sale contexte macro, on parle de guerre, on parle de pandémie, on parle de dette, de crise énergétique, à un moment où les cryptos sont basés sur l'énergie pour la plus grosse, donc tout le monde engueule dessus. Là, tu te dis, bon, s'il y avait un environnement de panique extrême qui te permettait de revoir des prix intéressants, on les a peut-être trouvés. Le fonds de Cathy Wood achète GBTC alors que la remise atteint 40%. Bah oui, il y a 40% de remise, mes amis. On est dans période de soldes. C'est même plus des soldes. Hein. C'est moins cher que tout ce que tout le monde a pu voir pendant X temps, à part ceux que tu es là en 2009, 2010, 2011, 2012. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, il y a des prix partout. Mais il y a des prix partout, un peu plus tard, hein, voilà, mais en tout cas, il y a des prix partout, mais il y a des entreprises qui ne vont pas se remettre de tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout de suite, comme ça, on peut pas le voir, on peut pas le savoir, on n'a pas de boule de cristal, on peut juste blablabla dire des choses, mais en réalité, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut suivre ça au jour le jour. Il faut vraiment s'intéresser au jour le jour pour pas aller ou rester sur des trucs qui dans quelques temps vont s'écrouler complètement, hein, parce qu'il va encore y avoir des retombées de tout ça. Il suffit d'une autre chose, d'une autre étincelle un peu, et ce qui peut arriver, puisqu'on a connu Celsius, après Celsius on s'est dit l'UST et tous les autres, là, après ça on s'est dit, oh, de toute façon maintenant ça y est, on est couvert, on est tranquille, on a compris, bah non, on n'a rien compris, et ça continue. Donc vous voyez, hein, donc on ne sait pas où on va demain. Donc, prudence, c'est tout ce que je veux dire. X-Money, parce que uTrust devient X-Money maintenant. Ils se sont associés à la banque JP Morgan pour créer une e-money. C'est la première e-money autorisée en Europe et ça permettra de créer de vrais comptes bancaires dans plus de 30 pays différents. Donc ça devient vraiment une banque, totalement même. On reste aux USA avec la Fed qui accélère sur son projet de MNBC. En effet, aujourd'hui la Fed passe à une étape cruciale dans le développement de leur monnaie numérique, avec le lancement d'une phase d'expérimentation de 12 semaines avec des grandes institutions financières, telles que Wells Fargo, Mastercard, HSBC ou Citigroup. Et donc ici, avec cette phase de test, on voit que les États-Unis ont bien l'intention de rattraper leur retard par rapport à la Chine sur l'émission d'une monnaie numérique. Et il n'y a plus qu'à espérer que leur modèle de MNBC ne sera pas, tout comme la Chine, un outil de manipulation de la population. Mais bon, ici on parle des États-Unis qui ne sont pas vraiment connus comme étant des défenseur de la vie privée, donc soyons réalistes, cette MNBC a toutes les chances d'être malheureusement un nouvel outil de contrôle. Et puis pour terminer, on notera que l'inflation en Angleterre est sortie à 11,1% au plus haut depuis 41 ans. Et puis l'Europe va sortir ses chiffres de l'inflation ce matin, tout à l'heure. Donc on va un peu continuer dans cette thématique et voir surtout si la récente hausse des taux que Madame Lagarde a mise en place aura suffi pour freiner violemment cette inflation en Europe. Parce que visiblement, ils ont l'air d'être beaucoup plus forts que les Américains pour maîtriser l'inflation ces derniers temps, en tous les cas. Affaire à suivre, donc regardez bien les chiffres du CPI tout à l'heure en Europe, ça sera très intéressant.
intéressant à voir. Je sais pas s'il y aura un gros impact sur les marchés, mais ce sera intéressant à observer quand même. Et au niveau du positionnement des traders particuliers, on est plutôt à mi-chemin avec une légère, on va dire quand même, propension à croiser. Il faudra voir si ça suit, hein, mais donc ici on voit bien quand même les structures de creux ascendant sur le nombre de positions vendeuses qui me laisse à penser que les vendeurs vont s'opposer plus le marché monte aux États-Unis, ce qui pourrait du coup continuer d'alimenter ce truc-là. A contrario, les acheteurs font des creux et sommets descendants, m'invitant à penser que plus ça monte, plus ceux qui avaient acheté et pris des risques récupèrent les bénéfices trop vite, comme les particuliers le font toujours. Bref, quand ça monte, on vend, et quand on avait vendu, après on rachète trop vite, ça va dans l'autre sens, bien entendu. Voilà donc le deal pour le contexte. D'autres choses à noter, ça y est, c'est la première fois on casse le point bas de plusieurs mois d'accumulation sur les overnight reverse repo, donc c'est plutôt bon signe, on l'avait dit, ça c'est un retour de liquidité pour le marché, c'est probablement le signe que les investisseurs institutionnels se repositionnent doucement, sans effet de levier. Je l'ai dit, si on monte encore en ATH, c'est pas de la tendance, c'est juste l'invalidation des biais baissiers. Donc, il est normal que les institutionnels supportent, et je suis d'ailleurs très heureux de les voir le faire sur les zones de prix actuelles qu'on va voir après sur les graphiques. Le dollar qui est très 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 bearish, donc très bullish, donc très très bien pour nous. Ok. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est très simple. On peut voir, alors là en plus je l'avais annoncé en vidéo, on a un top, des tops en fait qui sont de plus en plus bas, des bots qui sont de plus en plus bas. Donc ici, ce que je vous avais expliqué en vidéo, c'est que si on validait déjà ce M juste ici, déjà c'était bullish. Donc après, bien sûr, on a eu notre rebond. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, les autres vidéos, hein, comme ça au moins j'expliquais différemment et on ne voyait pas le futur comme on peut le voir ici. Et en fait, on a revalidé quand on a cassé ce niveau-là, en dessous des 110 points. Et après, il y a eu une accélération baissière, comme on peut le voir ici, avec des bougies bien dégueulasses. Et on a niqué tous les niveaux à break. Le plus important, bien sûr, aussi, là, c'était les 107 points. Et le prochain, c'est les 104 points juste ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a validé une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ça va être une 4e fois. Et là, bon, ben, ça sera, je pense, très, très, très probable que sur le S&P 500 et le Nasdaq que je vais vous montrer juste après, qu'on arrive donc à faire un nouveau plus haut et même peut-être casser la trendline bearish. Alors attention, on est toujours en tendance baissière, trend is your friend, très important, donc la tendance est votre ami, donc calmez-vous, ne faites pas de bêtises, ne partez pas à mettre toutes vos économies sur les marchés financiers. On attend d'avoir toutes les validations avant de pouvoir repartir. Moi, je trouve qu'il a quand même relativement bien, pour l'instant, réagi, parce que si on m'avait dit, il y a 2 semaines, quand il était à 19 000 $, hey Owen, imagine FTX cool et part avec tous les fonds de ses clients, est-ce que Bitcoin perd plus ou moins de 22% sur la semaine ? J'aurais répondu bien plus. Honnêtement, moi, j'aurais parié de 30 à 40% de baisse. Donc pour le coup, est-ce que c'est parce que Bitcoin est déjà relativement bas pour la plupart des gens, et que là, c'est vraiment les gens qui se disent, ok, j'en peux plus, je sors de cette industrie, ça va me fumer. Mais pour moi, honnêtement, sur une annonce aussi chaude que FTX, je m'attendais à ce que Bitcoin perde plus de valeur. Ether, lui, pour moi, résiste un peu mieux. Alors, pas sur les 7 jours. Hein. Sur les 7 jours, il a perdu 24%, soit plus que Bitcoin. Mais il avait repris beaucoup de valeur avec The Merge et puis avec pas mal d'actu. Donc, le retrouver à 1200, j'ai un peu l'impression de le retrouver comme en octobre, en fait, si vous voulez. Donc, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que, voilà, si on compare le mois d'octobre où on avait un truc à 1295, il est à 1220, tu compares ton Bitcoin. J'ai perdu plus d'argent, moi, sur Bitcoin que sur Ether, parce que quand tu dézoomes, voilà, tu vois, quand tu te compares à ton mois d'octobre et au mois d'avant, quoi, finalement, Bitcoin, il descendait pas en dessous des 19, tu vois. Donc là, il y a eu une vraie cassure et on est sur 16,5. Donc sur Ether, je morfle moins. En tout cas, je peux te dire que moi, je me fais déchirer par ce marché, parce qu'en fait, j'ai commencé à racheter du Bitcoin à 35 000. Ça commençait à être un point d'achat intéressant. J'ai racheté un petit peu à 29 000, beaucoup plus fortement à 24 000, très fortement à 19 000, à 16 000, Owen, triste. Naturellement, j'avais encore de la liquidité et j'étais prêt à racheter. Je vais même être franc avec vous, je suis prêt à racheter vers les 12 000 $, parce que pour moi, il y aura quelque chose, il y a un gros support à 11 900. C'est vers là où en plus c'était une valeur qui était assez importante, parce que c'est également la valeur qu'on avait touchée ici avant de repartir en dessous et qu'on avait rebrisé avant d'avoir le bull run. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un autre point d'achat. Si on brise les 12 000, mais pour moi, 12 000 sera un support qui sera assez solide. Si on brise les 12 000, je ferai un dernier achat en dessous de 12, mais je n'irai pas plus loin évidemment, parce que je vois difficilement comment on peut se prendre un Black Swan encore plus gros qui pourrait nous emmener aussi bas. Troisième chose en weekly toujours, EMA 9, EMA 18.
Notre fameux billet momentum, ou billet institutionnel si vous voulez, ça peut être très intéressant de l'observer. Il n'y est pas encore, on ne l'a pas vu d'ailleurs depuis 2021, août 2021, juste ici, vous l'aviez parfaitement là. Ce cross entre la EMA 9 et EMA 18 en weekly, donc on attendra exactement la même chose. Donc elle peut très bien se passer ici, comme très bien se passer ici, comme très bien se passer plus bas. Ok, ça c'est également un signal qu'on pourrait attendre. Dans le passé, ça a plutôt bien fonctionné. Vous le revenez ici, vous aviez en fait tout ce bear market précédent de 2018, on peut revenir également en 2015, c'est exactement la même chose. Vous aviez eu ce cross ici, bougie de ravalement ici, avec un signal de breakout haussier, ici c'est haussier, le billet momentum validé, derrière, on fait un rallye haussier. Deux objectifs, premier arrêt, zone de rechargement de vente logique. Vous pouvez tracer avec moi les Fibonacci si vous le souhaitez. Vous avez ici, hop, je vais le remettre par rapport à mon premier arrêt, c'est à chaque fois très intéressant à observer. Ici, pile premier arrêt, deuxième, 618, 786 par rapport à une zone de rechargement de vente logique. Les vendeurs se montrent à ce moment-là. Le premier objectif sera toujours le premier arrêt. Ok ? Donc on peut faire exactement la même chose, mais pour l'instant, on ne voit strictement rien. Un bottom, c'est pas seulement un prix, c'est une période. Hein. C'est une période longue et fastidieuse. Quasiment ici 1 an. Enfin non, pas 1 an. Environ 6 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est long, c'est chiant et ça fait chier. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que beaucoup de gens achètent les bottoms en pensant qu'ils seront récompensés pour avoir acheté le bottom. C'est un fantasme. La réalité, c'est que quand le bottom est arrivé sur Bitcoin ici, oui, c'était le bottom, mais il fallait se taper la traversée du désert. C'est-à-dire des up et des down, et globalement, combien de temps ? 136 jours où il se passe rien. Non, enfin en réalité, 1 an. 1 an où il se passe rien. Ceux qui auraient été récompensés ici, ça pourrait être un trader qu'on connaît bien sur YouTube, large base, triangle ascendant. Il n'était pas là dans le marché à cette époque-là, mais ça vous rappelle peut-être quelque chose. Salutations à lui. Ou alors simplement les acheteurs de triple bottom. Donc en réalité, le signal que vous cherchez, ce n'est pas le signal que vous cherchez. Dirait Obi-Wan Kenobi, le signal que vous cherchez, il est probablement dans 6 mois. Dans le meilleur des cas. Dans le putain de meilleur des cas. Et d'ici 6 mois, il peut s'en passer des trucs. Voilà. Parce que, ok, c'est bien bon d'acheter ici, mais est-ce que vous aurez le cran de hold ? Disons que vous êtes là. Est-ce que vous aurez le cran, si le prix fait ça dans 4-5 mois, est-ce que vous aurez le cran de tenir, alors que ça se trouve, c'est dans 2 ans que vous aurez le résultat positif ? Donc il faut bien se poser la question, parce qu'en réalité, en crypto, les gens sont impatients. Hein ? Pour nous, 1 mois, c'est une vie. C'est pas comme dans les actions. Donc, c'est un petit peu tôt pour déclarer le bottom. Et si c'est le cas et que vous avez raison, malheureusement, ces gens qui ont raison ne seront peut-être pas là pour profiter de leurs bonnes idées. Et simplement développer le temps, la patience, la persévérance, se libérer du trading émotionnel. Vous jouez pas la vie sur votre trading, vous jouez pas la vie non plus sur votre opinion, et je dirais que je ne suis pas un danger pour votre... C'est pas moi qui fais tomber le marché, quoi. On n'est pas d'accord, après tout c'est pile ou face, ça monte ou ça descend. Et l'art va consister à pouvoir changer rapidement d'avis. Ne croyez pas que dans le cycle, quand on était ici, c'était à Bitcoin to the moon, hein. Ne pensez pas qu'à la fin du cycle là le bull run de 2013, ici là en 2015, après que le marché ait perdu, alors on prend le top, on prend le bottom, je crois que c'est plus de 85, ouais, 86% de pertes sur Bitcoin. Donc imaginez les altcoins. À la fin du bull run, il y en a qui sont là et qui l'ont vécu le bull run de 2017. À la fin du bull run de 2017, au bottom du bottom, moins 84%. D'accord ? Donc là, pour l'instant, on a perdu quoi ? Donc le marché, pour moi, il est de plus en plus capitalisé. Donc ne pensez pas que les bottoms, en fait, tu regarderas le drawdown au fur et à mesure que les bull market avancent, le drawdown est chaque fois plus limité. Pourquoi ? Parce que Bitcoin se capitalise, a de plus en plus de capitalisation, et il est voué
à avoir de moins en moins de volatilité. C'est pareil, ceux qui ont fait des grosses fortunes au tout début, avec des multiplicateurs démesurés sur les premiers bull market, bah, tu vois bien que les bull market, c'est chaque fois de plus en plus petit. Regarde, le premier, on part d'ici à peu près, on va au top, 20 000% sur Bitcoin. Alors imagine-toi les altcoins. Je sais pas s'il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais d'ici à ici, 8 000 sur le bull run de 2017. Et du crash Covid là au top, 1600. Voilà. Donc il y a de plus en plus de caps. Donc ceux qui attendent aussi un drawdown là, de 90% du Bitcoin, selon moi, vous êtes dans l'illusion. Donc, ne croyez pas, et c'est ça que je voulais vous dire, que ici c'était la joie, ici c'était la joie. Ceux qui étaient là au bull run 2017, vous pouvez le laisser en commentaire. Est-ce que c'était la joie ici, là, sur la capitulation? Et moi je l'ai connu ici, au crack Covid, là, au crack mars 2000. Mais c'était la fin. C'était la fin. Ouais, c'est bon, Black Swan, c'est fini, ça dump, ça vaut rien. En fait, ce qui est ouf, c'est que chaque fois, là, le fonda, il est exceptionnel, la tech, elle est exceptionnelle, on va to the moon. Là, ça vaut plus rien. Là, le fonda, il est exceptionnel, on va to the moon, Elon Musk et tout. Là, ça vaut plus rien. La psychologie se répète. Tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Oui, mais il y a eu un petit gox à l'époque, il y a eu toujours des crises comme ça. Tous ceux qui aujourd'hui disent ouais, mais là, ce sera pas pareil. Là, ça va être plus long, le temps que les gens regardent. Ça va être plus long de quoi? Les gens, on a tous les mêmes démons au fond de nous. Quand quelque chose monte et qu'il y a de l'argent à faire et que les médias, et que ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, et que les médias disent que c'est l'avenir, et que des célébrités commencent à en parler, les gens y reviennent. C'est tout. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a des gros comme BlackRock et d'autres qui sont en train de vouloir rentrer. Des moments comme... Ils vont pas le faire à 40 000, hein. Des moments comme ça sont des moments exceptionnels pour eux pour le faire. D'accord? Je dis pas que c'est eux qui le créent. Je vous dis juste que, en tout cas, c'est des moments pour eux exceptionnels pour accumuler ce qui se passe en ce moment. Si tu crois sur les cryptos le long terme. Les liquidations, après avoir bien liquidé du bouboule, je pense qu'on va aller liquider du bébert, hein, mais alors attention, vu les montants maintenant, hein, c'est-à-dire là on parle quand même de gros sous-sous, je pense qu'on va s'amuser à liquider quelques milliards sur les bears, pour tous ceux qui s'y amuseraient, puisqu'on le voit bien, l'open interest est encore très élevé. Et pour ma part, c'est là que se situe ma crainte principale, mais je vais essayer d'argumenter en ce sens, parce que c'est peut-être très contre-intuitif. Donc, pour ma part, l'open interest, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde me défend, ouais, le bear market, on est reparti pour un an d'hiver crypto, etc., etc. Moi, je vois surtout qu'il y a beaucoup d'exposition sur les produits dérivés en relative historique par rapport au mouvement de prix. Donc, attention, ça veut encore dire effet de levier, paris spéculatif, produits futurs, put call, tout ce que vous voulez. Bon, là, on est sur les futurs. Donc, pour ma part, les open interest sont beaucoup trop importants sur les produits dérivés. Je vous avais dit avant FTX que je craignais clairement qu'un exchange se fasse dégommer la gueule, mais particulièrement un exchange proposant des produits dérivés à effet de levier et très peu d'activité spot, voire pas du tout, hein. Et je pensais que c'était ceux-là qui étaient le plus en risque. Ça veut pas dire que du coup FTX est tombé, je me suis complètement trompé, et toutes ces dobas qui produisent des produits futurs sans avoir vraiment le collatéral, enfin sans être en capacité d'acheter le collatéral si ça bouge, elles sont safe, elles le sont même absolument pas, hein. Donc je vous redis, pas de trading de produits dérivés, bordel de merde, hein. Même chez du Binance et tout ça, nulle part, ok? Donc vraiment faire attention, mais je pense qu'il faut envoyer le message, hein. Pour moi, c'est si on va vraiment dans un bear market, faut me sauter un trader, faut me sauter un exchange en produits futurs pour envoyer le dernier message qui reste, c'est-à-dire dans cet environnement de crispation post-FTX, self-custody, tout ce qu'on a vu et revu, il n'est pas du tout normal qu'on continue d'avoir les mêmes niveaux d'open interest. Donc je pense qu'il faut nettoyer, au mieux dans les deux sens, c'est-à-dire après avoir liquidé tous les longs, on liquide les shorts, tout le monde se retrouve à zéro terminé. Mais si surtout l'open interest est toujours ouvert à l'achat, attention, ça peut être justement très contre-intuitif. Rumeurs circulent actuellement dans les sphères NFT du réseau Solana. En effet, il y a un serial rugueur, un serial scammer qui officie sur différentes collections depuis un bon bout de temps. Et là, en fait, les gens pensent que c'est Shilin Villian. Shilin Villian, c'est le mec sur Twitter qui est très très actif, qui a une très grosse commu, qui est d'ailleurs très clivant en fait. En général, soit on l'aime, soit on le déteste. Donc il est représenté par cet avatar-là sur les réseaux, l'avatar du serpent. Et apparemment, des gens sont remontés jusqu'à lui, jusqu'à ces wallets-là. Et apparemment, il serait derrière certaines collections. Donc du coup, il y a toute une enquête par rapport à ça qui se trouve, qui se passe actuellement. Les liens sont en description si ça vous intéresse, cette histoire de serial rugueur. Et si jamais ça vous intéresse vraiment très très fort, je pense que je ferai carrément une vidéo attitrée du coup sur cette histoire-là, parce qu'elle est assez longue. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier,
retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.